Voilà, Alexandra Goupart. Eh bien, merci tout d'abord de nous accueillir chez vous. Donc vous êtes député de La République En Marche, de la 3e circonscription, des Bouches-du-Rhône. D'accord. Pouvez-vous nous définir ce que c'est que la 3e circonscription, puisqu'on confond des fois circonscription et arrondissement. La 3e circonscription n'est pas l'arrondissement. J'ai le 13e arrondissement dans son intégralité, 13e arrondissement de Marseille, une très petite partie du 12e avec Montolivet, notamment Bois-l'Issue, et une partie du 14e arrondissement, l'autre partie étant sur la circonscription de M. Saïd Amada. D'accord. De mon confrère aussi. Un de mes collègues. Profession, vous êtes avocate. Je suis avocate. D'accord. Et c'est votre premier mandat. C'est mon premier mandat. Et pourquoi donc le choix de l'engagement politique? Le choix de l'engagement politique, alors moi, pour avoir un engagement politique, j'ai eu un engagement associatif. J'ai eu un engagement aussi professionnel parce que j'ai choisi ma profession, parce que c'était ma vocation, et parce que ça me permettait d'œuvrer aussi d'une certaine manière pour l'intérêt public, parce que quand on est avocat, on est en première ligne face aux problèmes de la société. On en voit les difficultés, parfois on peut agir, parfois c'est plus compliqué, mais ce qui est certain, c'est que dans le cadre de ma profession, dans le cadre de mon engagement associatif, ce qui m'a frappé, c'est le problème d'inégalité, le problème d'accès au droit, la multiplicité des textes juridiques, et parfois qui ne correspondaient pas forcément aux attentes de la société. Et face à ce constat, il y a deux façons d'envisager les choses. C'est de dire, en politique, finalement, rien ne marche, ils sont tous pourris, ce sont tous les mêmes. Et se dire d'une certaine manière, se fondre dans ce déterminisme de ne pas agir, ou alors se dire que peut-être qu'on peut essayer de changer les choses, et que le meilleur moyen de le faire, avant de demander aux autres de s'engager, c'est de s'engager soi-même. Donc, à ce moment-là, j'ai voulu m'engager en politique. Et j'ai choisi La République En Marche, parce que ça sortait des clivages politiques qui existaient, c'est-à-dire le gauche-droite. Et puis aussi parce qu'il y a des extrémismes qui montent en Europe et dans nos pays, et que je veux absolument pas que mon pays un jour se retrouve tombé dans une extrême ou dans l'autre. Donc déjà, je vais vous parler un peu, donc je vais expliquer pourquoi aujourd'hui nous sommes là. C'est donc dans le cadre de notre projet. Donc nous avons effectué le tour de ville dans diverses villes de France. Et c'était une campagne à travers des micro-trottoirs. Et nous avons donc échangé, partagé, fait connaître un peu notre projet auprès des gens que nous avons rencontrés. Et nous leur avons posé plusieurs questions. Je vais vous montrer aujourd'hui un peu ce qui est le retour de micro-trottoirs. Ouais. Et l'une des questions qui est revenue le plus souvent, c'était la définition d'un amendement. Et on constate que les gens aujourd'hui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un amendement. Est-ce que ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas, parce que d'abord, c'est un vocabulaire assez technique de l'Assemblée nationale, et plus largement, tout le monde ne connaît pas forcément parfaitement le fonctionnement des différentes institutions démocratiques en France, telles que l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et que le cheminement d'un projet de loi, c'est-à-dire du stade de l'idée jusqu'à la matérialisation dans un texte de loi, est un cheminement qui est assez long et qui n'est pas forcément si bien connu du grand public. Faire un film, le hip-hop est une musique de voyous, parce qu'il n'y a que des je sais pas, un ensemble de projets déposés par un groupe parlementaire, je sais pas. Alors donc un amendement, c'est des choses à améliorer, des lois à créer pour améliorer les choses. Alors, donc un amendement, pour moi, ce serait des genres de phrases qui évoqueraient des principes. Ce serait pas ça, non? Ouais. Un amendement, pour moi, ça serait un texte qui définirait une loi. La définition d'un amendement, pour moi, c'est genre, ça peut être plein de choses. Genre, si amendement politique, ça peut être pour des artistes. Mais... Oui. En fait, donc les gens sont assez loin de la vraie définition de l'amendement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce projet que des jeunes puissent prendre le sujet, bien sûr, des amendements, et sous forme de musique, les déposer, offrir un CD à l'Assemblée nationale? Alors moi je trouve l'idée intéressante. Toutefois, l'amendement, c'est un très petit aspect du travail d'un député et du travail de l'Assemblée nationale. Je crois que votre initiative elle est intéressante parce qu'elle soulève un besoin de remettre le citoyen, je dirais, au cœur de la démocratie. Et pour ça, il faut d'abord connaître ces institutions, c'est-à-dire que les institutions doivent s'ouvrir, parce que je pense que s'il y a cet éloignement, c'est pas dû forcément à des intérêts des gens,
C'est peut-être parce que les institutions n'ont pas toujours su s'ouvrir. C'est le manque de pédagogie aussi auprès de ces Alors au-delà de institutions. la pédagogie, je pense que c'est un manque d'ouverture, c'est-à-dire qu'on peut expliquer, finalement on le fait beaucoup. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un vrai lien entre les citoyens, ce qui se passe dans les assemblées. Mais je pense même qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut des instances citoyennes beaucoup plus près du terrain. Et quand on est sur le terrain, qu'on rencontre certaines personnes, moi je sais qu'ici je fais souvent des réunions publiques sur des thèmes qui sont des thèmes souvent législatifs, et je permets à tout le monde de venir en débattre, quelle que soit leur opinion politique, quelle que soit leur couleur politique, peut-être qu'ils n'en ont pas d'ailleurs, qui viennent sans connaître le sujet pour s'y intéresser. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il faut qu'on trouve aujourd'hui des dispositifs qui permettent de créer, de remettre vraiment ces citoyens au cœur de la démocratie en dehors des périodes d'élection. Parce que la démocratie, ce n'est pas que des élections. La démocratie, c'est la défense des droits et des libertés. La démocratie, il faut la faire vivre. Puis une démocratie, en matière de droits et de libertés, rien n'est jamais acquis. Et je dirais que c'est un travail de tous les jours, qui est une responsabilité collective de la part des politiques, mais aussi de la part des citoyens. Mais à un moment donné, il faut trouver des espaces où tout le monde se retrouve pour discuter, pour débattre. Et je crois que c'est ça, votre démarche, je pense, va en ce sens, mais je crois que c'est ça, c'est de justement travailler sur la citoyenneté et puis sur intégrer le citoyen au cœur de la démocratie, parce qu'on voit qu'en Europe, de plus en plus, les choses sont compliquées, et puis on sent ce besoin aussi d'implication de la part des Français, de la part des Européens. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va vous faire ce cadeau en fin d'année. Est-ce que vous l'écouterez, ce CD? Oui, mais j'écoute et je lis tout ce que je reçois dans la mesure de mes disponibilités, mais on le fera bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez que, par exemple, un jeune de la culture urbaine puisse aujourd'hui exposer, par exemple, entre guillemets, un amendement au sein de l'Assemblée? Vous savez, la culture urbaine, c'est un bon vecteur de communication, c'est un bon vecteur démocratique, et je crois que l'art, la musique, mais tous les arts plus largement, sont un bon indicateur de la... Les débats, il y est tous les jours, on débat. Pas forcément, je trouve que parfois, peut-être, il manque des instances où on peut avoir ce type de débat, où les gens peuvent prendre la parole. Moi, j'étais étonnée certaines fois en faisant des réunions ici, et il y en a certains, c'était la première fois qu'ils s'exprimaient sur un sujet devant d'autres personnes, et qui prenaient la parole sur des sujets qui n'étaient pas forcément des sujets de leur quotidien mais par exemple des questions de sécurité, d'emploi ou de formation. D'accord, le débat, certes, ok, je suis d'accord pour vous, il faut débattre. Mais aujourd'hui, pour faire changer les choses, nous on avait deux choix. C'était soit rejoindre, par exemple, nous, notre action, elle a bien démarré bien avant les Gilets jaunes. Mais on part du principe qu'aujourd'hui, si on veut faire changer les institutions, faire changer les choses, d'accord, c'est un peu comme vous avec votre engagement. On peut se mettre toujours à l'extérieur, critiquer, c'est facile, mais aussi après, on peut rentrer à l'intérieur et se donner les moyens de se battre et de faire changer les choses. Nous, on a pris cette solution à un moment donné, c'était soit d'aller manifester dans la rue, soit continuer de chanter, les artistes de continuer à chanter pour leurs collègues, etc. Et nous, on a préféré aujourd'hui d'aller à l'amont de l'Assemblée nationale pour proposer, et puis, parce que c'est deux mondes qui utilisent les mêmes outils, vous utilisez un micro et vous adressez à un public par rapport à des problèmes de société. L'artiste aussi, de l'autre côté, utilise un micro, il parle des problèmes de société, il s'adresse à un public. Mais ces deux ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas tout le temps. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'était un peu rassembler et puis de faire mettre un lien d'écoute entre les politiques et cette jeunesse. Il faut maintenir le lien d'écoute, mais même plus que l'écoute, le dialogue, c'est le lien de voir. Moi, je sais que je reçois souvent, par exemple, des classes à l'Assemblée nationale. Mais je suis toujours vraiment surprise, mais dans le très bon sens du terme, et de la vivacité qu'on a de cette jeunesse, qui a plein d'idées, qui a envie de s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux, à la politique en général, ou même qui ont des engagements associatifs. Vous savez, souvent on dit que les jeunes ne s'intéressent à rien, n'ont pas envie, parfois cette petite musique, ce qui est absolument fausse. Parce que je le vois, je crois que c'est le lieu de l'Assemblée. Ce que je tiens à vous dire, c'est que oui, l'Assemblée est un lieu de débat, ça le sera toujours, parce qu'on a la c'est là aussi sont prises les décisions aujourd'hui. Une partie des décisions sont prises là, c'est vrai, évidemment. Mais je crois qu'il faut aussi réfléchir à avoir des instances de débat ailleurs et pour donner la possibilité à certaines personnes de s'exprimer directement et pas forcément par l'intermédiaire d'un élu. Après, nous, les élus de la République, bien sûr qu'on est là pour écouter nos concitoyens. Le plan initiative copropriété, c'est une initiative gouvernementale avec une enveloppe de 3 milliards d'euros. La loi Elan a un champ beaucoup plus large que le plan initiative copropriété.
C'est ce qui a été fait là sur le CSTB, c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire ce qui est en train d'être fait d'ailleurs. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un audit de sécurité pour voir d'abord sur les lots de la rue d'Aubagne, pour voir les bâtiments qui sont en état, en tout cas dans un état d'insécurité qui fait qu'on ne peut pas permettre aux habitants de réintégrer leur logement parce que ça serait dangereux, et de faire la part avec ceux qui pourraient soit être confortés grâce à des travaux, ou alors qui peuvent aujourd'hui voir leurs habitants réintégrer leur logement. Aujourd'hui, la mairie a fait évacuer en catastrophe de nombreuses personnes. Oui, et qu'il va y avoir, il y a des arrêtés de péril qui ont été pris pour certains bâtiments, d'autres pas encore. Les audits, personnes ont été évacuées, c'est ça? Oui, 1500, on a Coro aussi qui est évacué, qui sont il y a à peu près 172 immeubles. Voilà, même peut-être un peu plus. Donc il faut avoir ces audits pour pouvoir notamment examiner les sols, examiner les structures. C'est des immeubles assez particuliers à Marseille, qui sont assez spécifiques. Donc vraiment une analyse très précise. C'est vieux, pour beaucoup ça a mal été entretenu. Et puis surtout, le risque est quand même avéré. Donc il faut qu'on ait des spécialistes avant de dire aux gens, rentrez chez vous, reprenez votre vie comme avant. Il faut qu'on soit sûr que leur sécurité soit assurée. Et ça, il faut un audit un diagnostic, même plus qu'un audit, c'est un diagnostic précis, fait par des experts, pour être sûr qu'on peut leur permettre ou pas de retourner dans leur logement sans encourir le moindre risque quant à la solidité de l'immeuble. Le CSTB a été le financement du gouvernement, en tout cas de l'État, était pour parer une situation d'urgence sur l'îlot de la rue d'Aubagne et sur d'autres bâtiments dont on sait qu'ils sont potentiellement en péril. Et d'agir de façon très ciblée pour assurer tout le monde et surtout mettre tout le monde en sécurité. Ça, c'est l'aspect urgence, plus gestion des personnes qui ont été évacuées, qui vivent des situations très compliquées. Et il faut les accompagner, voir également les questions avec les assurances, les questions avec les banques. Le ministre est obligé d'intervenir, parce qu'il y a certaines assurances qui voulaient retirer la couverture, notamment sur le risque d'effondrement, ce qui était problématique. Puis après, il y a le plan initiative copropriété. Le plan initiative copropriété, il n'a pas été lancé le 5 novembre, il a été lancé le 10 octobre, c'est-à-dire avant, bien avant. Le plan initiative copropriété, il part d'un constat très clair, c'est qu'à Marseille, on a de nombreuses copropriétés dégradées. On a au moins un Marseillais sur 10 qui vit dans un logement insalubre. Et quand je dis insalubre, ça veut dire des logements où vous avez des moisissures, des logements où vous ne pouvez pas aérer, des logements avec des nuisibles, des rats, des cafards, des logements où parfois on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Pour faire simple, des logements où les habitants qui vivent dedans aujourd'hui risquent leur santé. Donc, le plan initiative copropriété permet plusieurs choses. Et la chose la plus importante, c'est qu'on a ciblé les copropriétés les plus dégradées. Certaines sont des priorités nationales, d'autres des priorités régionales. Priorité nationale, notamment Coro, le parc Alisté, Bel Horizon, le parc Bellevue. Ces copropriétés-là, ce sera un programme accéléré de rénovation. C'est-à-dire qu'on va faire entrer ces copropriétés dans des opérations de recyclage urbain pour leur permettre de reconstruire, de rénover et de faire en sorte qu'on n'ait plus d'appartements insalubres et qu'on n'ait plus de marchands de sommeil sur les lieux. D'accord. Mais quand vous dites que vous allez faire en sorte d'accélérer, ça veut dire que ça doit commencer dès janvier 2019. Dès janvier 2019, les programmes doivent être lancés. Donc le programme de réhabilitation. Mais réhabiliter, il faut d'abord s'occuper de la comptabilisation il faut d'abord pouvoir racheter certains appartements, parce que ça appartient pas, ce sont des propriétaires privés. Il faut pouvoir accompagner les familles qu'on va reloger, enfin c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Donc il faut le commencer, plus vite on commence, plus vite on aura terminé. Donc il faut que ça va commencer en 2019. Et puis il y a la prévention, c'est de faire en sorte que les copropriétés qui sont en difficulté, aux premiers signaux d'alerte, on agit. Je peux vous dire, c'est que les familles, quand elles sont contentes de partir d'ici, quand vous y allez, la seule chose qu'elles vous disent, c'est « je veux partir, je ne veux plus rester là ». Là, on est sur des arrêtés de péril, c'est-à-dire que c'est le maire qui a décidé d'évacuer certains immeubles. Alors, la mairie doit justement reloger ces personnes-là. Donc, il y a eu des relogements à l'hôtel, il y a eu des relogements dans certains logements sociaux quand c'était possible. Ça, il faudra demander à la mairie plus qu'à moi, parce qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité de la mairie. Donc la préfecture et le ministre est venu et va demander des comptes régulièrement, va vérifier que les choses avancent, parce qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements. Donc aujourd'hui, le ministre est venu pour ça, pour dire justement que l'État allait être particulièrement vigilant et essayer de coordonner au maximum le travail sur le terrain. Le plan initiative copropriété, c'est toujours plus de mixité justement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui on a des personnes, toutes les personnes en situation précaire? Parce qu'on a laissé depuis des années les marchands de sommeil sévir tranquillement et profiter de la misère humaine. Je ne comprends pas pourquoi le fait de reconstruire, de rénover, de mixer du logement social avec justement des copropriétés, justement ça permet plus de mixité.
Nous, le but, justement, moi, c'est qu'à Corot, 15 jours au Rosier, on puisse avoir d'abord des habitations dans un bon état et que les gens, moi, ce que j'ai vu, c'est absolument inadmissible qu'il y ait des gens qui vivent dans des appartements insalubres et que des bailleurs perçoivent des loyers de 700 € par mois, laissant des gens risquer leur vie avec des branchements électriques très hasardeux et avec de la moisissure et des nuisibles. Ça me paraît inconcevable. Donc, de toute manière, il faut agir. Il faut agir sur ces copropriétés, il faut agir contre les marchands de sommeil parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Ben, c'est très simple. Aujourd'hui, en matière de lutte contre l'habitat insalubre, si vous avez connaissance d'un logement insalubre, vous le signalez à la mairie. Normalement, la mairie va sur place, fait un diagnostic avec ses services, rend un rapport et après saisit une commission, qui est la commission du CODERS, pour qu'un arrêté d'insalubrité puisse être pris. Aujourd'hui, c'est pas fait. On a des services, une note de l'ARS qui expliquait que la mairie n'était pas suffisamment compétente pour le faire, qu'en tout cas, dans les faits, c'était pas fait. On a eu moins de 20 arrêtés d'insalubrité en 3 ans. Alors donc on voit que ça fonctionne pas. Pour une ville comme Marseille. Une ville comme Marseille. Sauf qu'un permis de louer, c'est une très bonne idée. Simplement, il faut que derrière, on ait des personnes qui puissent le mettre en œuvre. Les services de la mairie le mettent en œuvre de façon correcte. Parce que si c'est pour signer des permis... Alors ça, c'est une chose différente. Le groupement opérationnel de lutte contre l'habitat indigne, c'est autre chose. Le permis de louer, c'est à titre préventif. Le groupement opérationnel de lutte contre l'habitat indigne, ça permet de faire remonter des situations où potentiellement on aurait des logements insalubres avec des marchands de sommeil pour pouvoir les sanctionner, puisqu'il y a un marchand de sommeil en cours 5 ans de prison, plus de 150 000 € d'amende. Oui, mais par exemple, depuis février 2017... Il n'a pas été réuni, non. Ben parce que la mairie ne l'alimentait pas en dossier, donc il est mort de sa belle mort. La situation, c'est vrai, la mairie n'a pas fait son travail, et sinon on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on a laissé ces quartiers mourir, ces copropriétés se dégrader, et on ne s'est pas du tout occupé des personnes qui y habitaient, parce que ce sont vraiment des gens dans des difficultés immenses. Ce qu'on fait, c'est très simple. D'abord, avec ce plan initiative copropriété, on va rénover. Mais il ne suffit pas de rénover. Parce que si on rénove d'un côté et qu'on laisse se délabrer de l'autre, ça ne marche pas. Mais le 73% de l'habitat dégradé se trouve dans le parc privé. Donc la difficulté, c'est à agir parce qu'il y a le droit de propriété en France qui est protégé. Oui, c'est bien que ce soit protégé, mais par contre, quand il y a des abus, il faut pouvoir les sanctionner. Et c'est ce que c'est, le marchand de sommeil est dans cet abus-là. Donc les marchands de sommeil, pour bien les sanctionner, il faut faire fonctionner le service. Donc moi, j'ai proposé un système transparent, avec très simple un guichet unique, un signalement, un seul interlocuteur, et que tous les, notamment la préfecture et l'ARS, l'Agence régionale de santé, aient accès à toutes les données. Et qu'on puisse être sûr que le dossier qui a été signalé, l'appartement signalé, il y a eu un traitement, et ensuite qu'il y ait eu une prise en charge. Et si ce n'est pas le cas, si la mairie ne fait pas son travail, après c'est l'État qui prendra la main dans le cadre des règles légales qui existent. Il pourra, au cas par cas, s'il voit qu'un appartement ou un immeuble dont il est de notoriété publique, il est insalubre, si la mairie n'a pas agi, eh ben on pourra agir. Mais le but, c'est aussi de redonner les moyens, c'est ce qu'on fait avec le plan initiative copropriété, de pouvoir aussi financer des travaux de sécurisation d'urgence sur des copropriétés, parce qu'on a vu qu'il y a eu, il peut y avoir, moi je vois des situations, où, notamment sur la tour A qui a été évacuée, il y avait des risques de chute, il y avait des risques d'électrocution, des risques extrêmement graves. Il y a des règles qui existent qui font qu'on peut aider les propriétaires qui sont de bonne foi, mais on en a beaucoup aussi qui ne sont pas de bonne foi. Quand on a quelqu'un qui perçoit 5 000 € d'argent de la caisse d'allocation familiale et qui loge des familles dans des logements insalubres, par contre ces personnes-là, il faut être intransigeant, il faut les sanctionner comme on sanctionne les trafics de drogue, parce que ce sont des marchands de misère. Mais après, il ne m'appartient pas à moi de mettre en place un guichet unique, moi je l'ai proposé. Moi je pense que c'est la solution, parce que c'est un moment que je travaille sur le sujet. Moi après, ce que je fais, c'est simple, je vais partout. J'incite tous les gens que je croise, les locataires, à engager des actions judiciaires et à leur ramener le droit. C'est-à-dire leur donner la possibilité de s'approprier leurs droits et de les exercer. Pour ça, moi, je ne conçois pas la politique comme venir voir les gens et leur dire on va tous vous sauver, on est formidable. Non. Mais d'aller les voir, de dire mais vous avez des droits. Moi, mon rôle de député, c'est de rappeler, mon rôle même d'avocate, c'est de rappeler vous avez des droits, madame, monsieur. C'est interdit de vous faire vivre dans un logement pareil. De pouvoir les accompagner dans ces démarches-là. Je vous remercie. Merci à vous. C'est bien passé.